Debout les Français et nous allons évidemment faire le point sur la situation à Gaza puisque vu les gesticulations d'Emmanuel Macron, eh bien ça concerne aussi la France. Nous sommes avec Yves-Marie Adeline, enseignant, homme politique, écrivain français, membre de l'ICEP, auteur de Le Château du Roi dormant aux éditions Chiré, donc paru en 2024. Bonjour Yves-Marie Adeline et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors on s'interroge, la paix à Gaza est-elle une illusion? Avant de revenir peut-être sur cette solution qui a été esquissée par les États-Unis et désormais approuvée par tous les pays qui devaient s'en porter garant, peut-être pourrions-nous dire quelques mots sur Emmanuel Macron et son attitude lors de ce sommet. Adèle Rosner nous le rappelait dans le bulletin d'actualité, une fois de plus, la France s'est retrouvée à travers Emmanuel Macron assez humiliée, presque infantilisée par un Donald Trump qui, lui, apparaissait dans toute sa gloire comme le faiseur de paix. Oui, bah, qu'est-ce que vous voulez, on ne va pas insister sur cette énième humiliation. En revanche, le faiseur de paix, non, il n'y a pas de faiseur de paix. L'Amérique est venue célébrer la victoire militaire d'Israël. Cette guerre, elle a été gagnée par l'État d'Israël. C'est la guerre la plus longue qu'Israël ait connue depuis sa fondation. Mais il n'y a évidemment pas un vrai plan de paix. Tout ça, c'est de la politique spectacle. Si vous regardez les 20 propositions du plan de paix de Trump, l'essentiel n'est même pas abordé. La question d'un État palestinien. Emmanuel Macron défend la solution absurde, irréaliste à deux États, la fameuse solution à deux États. Elle est impraticable, enfin, pour les deux parties. Pour Israël, c'est impraticable parce que ça ferait d'Israël un pays indéfendable. Et puis pour la Palestine, c'est impraticable parce qu'entre la bande de Gaza et la Judée-Samarie, il y a Ascalon qui resterait israélienne. Donc tout ça, on peut rien faire de tout cela. Et puis l'essentiel n'est même pas évoqué de toute façon. Mmh. La guerre a été perdue par les Gazaouis, bon voilà, donc on en prend acte, mais le problème n'est pas réglé, la paix n'est pas faite. Je veux dire, les États-Unis prennent même pas la peine d'avoir une attitude neutre dans cette affaire, euh, d'arbitrer cette affaire, puisque Donald Trump dit on a récupéré nos otages. Il est président des États-Unis. Il parle de 16 otages, qui sont des otages israéliens en réalité. Donc, les Gazaouis n'ayant pas les moyens de continuer cette guerre, pour l'instant, ne bronchent pas, mais la question n'est pas réglée. Donc, en fait, elle est toujours là. Le- la querelle israélo-palestinienne est toujours là. La Judée-Samarie est de plus en plus colonisée. Alors, on pourrait imaginer un État de Gaza, tout court, et là, non seulement la question n'est pas soulevée, mais même les intérêts économiques. C'est-à-dire qu'on propose à Gaza un protectorat avec une maladresse incroyable. L'idée d'envoyer Tony Blair au gouverneur de Gaza. Tony Blair est un Britannique. Ouais. C'est vraiment extrêmement maladroit, quoi, parce que tout ça rappelle évidemment le protectorat britannique sur cette région après la chute de l'Empire ottoman. Donc on revient en arrière. Il n'y a aucune possibilité d'y voir mieux, d'y voir plus clair. Puis alors, il y a la question économique, c'est-à-dire Gaza, que je sache, c'est une bande côtière, ça veut dire qu'il y a une côte. S'il y a une côte, ça veut dire qu'il y a un rivage. S'il y a un rivage, ça veut dire qu'il y a de la mer. Et qu'est-ce qu'il y a sous la mer? Comme par hasard, il y a du gaz en très grande quantité. À qui reviendrait ce gaz? Normalement au Gazaouis. Bon, il y a un jeu de mots à faire là, qui serait pas très difficile, mais or, la question est même pas évoquée. Il y a pas, on propose au Gazaouis simplement, non seulement un protectorat, mais une aide au développement, bon, qui cette fois-ci serait pas détournée au profit de tunnels à vocation guerrière, mais on peut imaginer une aide bien sûr, mais on pourrait surtout dire, écoutez, vous êtes maître chez vous à Gaza,
et vous exploitez le gisement de gaz. Et là, c'est une question qui n'est même pas mentionnée Mmh. dans les 20 articles de ce prétendu plan de paix. Alors, l'autre question, c'est celle, de la Cisjordanie. Il y a le rapporteur spécial de l'ONU qui, critique justement l'absence de mention de la situation de la Cisjordanie qui donc, encore une fois, selon lui, est, occupée, illégalement par Israël, une occupation qui aurait tendance à s'intensifier et apparemment la question n'a pas été abordée. Non, c'est ce que je vous dis. Alors déjà, ça a commencé mal dès le début, d'appeler ça la Cisjordanie, enfin, à propos d'une région plurimillénaire, historique, qui est la Judée et la Samarie. Pourquoi appeler ça la Cisjordanie? Alors les anglo-saxons, ils font encore pire que ça, ils appellent ça West Bank. Alors, on ne sait même pas exactement de quoi on parle. Si on était dans le désert du Nevada, ce serait la même chose, quoi. Donc la Judée et la Samarie sont des régions, effectivement, ce n'est pas le point de vue du représentant de l'ONU, c'est le point de vue de l'ONU, euh, avec les résolutions de l'ONU datant de 1948, qui étaient inapplicables. Inapplicable. C'est une question insoluble, en fait, la querelle israélo-palestinienne. C'était inapplicable parce qu'encore une fois, ça supposait déjà la ville de Jérusalem coupée en deux, ce qui a été le cas jusqu'à la guerre de 67, la fameuse guerre des 6 jours. Et encore une fois, avec un État d'Israël impossible à sécuriser en cas de danger, et puis un État palestinien totalement, qui déjà à l'origine, c'était la Jordanie, tout ça, hein, la fameuse Cisjordanie, puis il y avait la Transjordanie. Bah, c'est une manière complètement bureaucratique de traiter des régions qui sont plurimillénaires, encore une fois. Donc en plus de ça, la colonisation non seulement euh, est, n'est pas évoquée, mais on sait très bien qu'elle accélère constamment. Donc, si cette question-là, à la limite, on pourrait séparer les deux questions, parce qu'entre entre la Judée-Samarie et Gaza, il y a Ascalon qui reste israélienne. Donc, déjà, faire un seul État, c'est déjà même physiquement, géographiquement, c'est absurde. On pourrait, en revanche, imaginer, pourquoi pas, un État libre de Gaza. Mais la question n'a même pas été soulevée. Encore une fois, on imagine envoyer Tony Blair qui est peut-être fatigué de vivre, hein, j'en sais rien, parce que s'il va là-bas, il y vivra ce qu'ont vécu ses prédécesseurs britanniques, c'est-à-dire devoir supporter deux mouvements hostiles, le mouvement d'un côté israélien et de l'autre côté palestinien. C'est ce qui s'est passé pendant toute la durée du mandat britannique sur cette région. Il finira assassiné, tout simplement. Il y aura un jour un attentat organisé, on ne saura pas trop par qui. Il finira comme ça. Enfin, c'est vraiment de la diplomatie spectacle, quoi. On s'est contenté de venir célébrer la victoire militaire d'Israël dans cette guerre. Mais on n'a pas du tout posé les bases d'une paix future. C'est faux. Mmh. Yves-Marie Adeline, on reste avec vous encore, quelques minutes. J'annonce aux auditeurs que, nous recevrons ensuite, Guylain Benessa. On parlera du discours de politique générale et on se demandera ce que nous pouvons encore attendre de la Macronie. Évidemment pas grand-chose, mais on essaiera d'être un peu plus, précis. Yves-Marie, Adeline, donc vous nous expliquez qu'effectivement, tout ceci tient plus du spectacle, qu'une Mm. véritable, paix. On voit quand même dans la façon dont les pays occidentaux ont géré cette crise et la façon dont ils se sont, affichés justement, au moment de cette signature de la paix, la volonté de ne pas, froisser, Israël et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que, par exemple, comme vous le disiez, cette, question d'une création d'un État à Gaza, par exemple, n'a même pas été soulevée. Mm. Oui, c'est ça. Et alors, on dit, ah ben oui, mais ça serait donner raison aux Gazaouis que de leur donner un État. Ça voudrait dire que cette guerre extrêmement meurtrière euh, aurait été perdue militairement, mais gagnée politiquement par les Gazaouis. Et donc, il n'est pas question de leur donner un État, ça leur donnerait raison d'avoir déclenché la guerre du 7 octobre. Il y a 2 ans, oui, mais enfin, on fait la paix ou on ne fait pas la paix. Donc,
On a l'impression Et qu'il je- faudrait presque un psychologue de couple, pardon, mais c'est vraiment, oui, mais je veux pas lui pardonner parce que ça va lui donner raison. Bah oui, mais bon, quand même. oui, non, mais après, c'est vrai qu'à la guerre doit succéder la politique. Donc la guerre Mmh. est gagnée, c'est l'évidence. La puissance de feu d'Israël était sans comparaison possible avec son adversaire. Les Gazaouis n'avaient pas d'aviation, n'avaient pas de choses comme ça. Bon, donc, bien sûr que la guerre est gagnée, mais la paix, elle n'est pas gagnée. Donc, la suite, en fait, tous les problèmes restent en suspens. Et bien sûr, tout recommencera un jour ou l'autre. Mmh. Voilà, ça peut pas être autrement. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que, contrairement à la Judée-Samarie, qui, elle, est un pays enclavé et qui plus est extrêmement colonisé, en dépit des dispositions prises par l'ONU il y a déjà longtemps, Gaza pourrait être quelque chose de viable si Gaza était laissée libre, indépendante, et si Gaza pouvait maîtriser ses ressources gazières qui sont considérables. Considérables. Or, il est hors de question que les Gazaouis profitent de leur gaz. Comment voulez-vous faire la paix dans de telles conditions? Oui. Oui, ça rappelle d'autres scénarios. À vouloir être, trop, sévère, avec les vaincus, généralement ça se réveille un jour ou l'autre. Je pense qu'en Ben, on Europe, on prépare sait bien de la, quoi on parle. Mais on sait bien de quoi on parle, absolument, c'est le traité de Versailles, c'est ce Bah, genre ouais. de choses, quoi, voilà. Donc là, il y a un diktat, on essaie de dicter les conditions d'Israël, que l'Amérique fait sienne. Bon, ça, c'est pas très nouveau, mais encore une fois, il prend même pas la peine de faire semblant d'être l'arbitre de cette situation, puisqu'il parle de nos otages, dit-il. Enfin, il est américain. Alors, c'est vrai que familialement, il a des liens, bien sûr, puisque son gendre s'appelle Kouchner. Donc, bon, bien sûr, mais enfin, il n'en est pas moins le président des États-Unis d'Amérique et non pas le président d'Israël. Il prend même pas la peine de dissimuler ça ou de faire semblant de. C'est c'est- c'est- c'est vraiment du spectacle, quoi. Donc voilà, il est venu célébrer la victoire d'Israël. Quant à Emmanuel Macron, ben, je le répète, il s'accroche à une idée qui est impraticable, qui est la solution à deux États, qui n'est pas une solution. C'est impossible de faire deux États. Mmh. Alors après, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est autre chose. Pour moi, c'est insoluble. Donc Oui. voilà. Est-ce que en 2 mots, puisqu'il ne nous reste même pas une minute, vous pensez que donc au-delà d'Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron n'est quand même pas de toute façon, impérissable, est-ce que vous pensez que la France, doit continuer à jouer un rôle dans ce conflit? Ou est-ce que de toute façon, maintenant il faut réellement qu'elle laisse la place après cet, échec, diplomatique? En tout cas, on voit bien qu'Emmanuel Macron n'a pas réussi à nous imposer comme, étant un pays majeur dans cette résolution. On a deux problèmes. D'abord, la France ne peut plus considérer, comme au temps du général de Gaulle, cette querelle comme relevant de la seule politique étrangère. Mmh. Il y a 53 millions de Français qui doivent cohabiter avec 14 millions d'immigrés, majoritairement musulmans. Donc, comme cette guerre est devenue une guerre de religion, parce qu'à l'origine du temps de Yasser Arafat, c'était encore une guerre nationale, politique. Le Fatah, le blason du Fatah, c'est très politique. Bon, avec l'échec de son combat, c'est les frères musulmans, tout ça, qui ont pris le relais. Quand vous voyez le symbole du parti Hamas, là, pour le coup, on est dans la guerre de religion. Mmh. Donc, on ne peut pas du tout être neutre là-dedans, puisqu'on a une population extrêmement importante avec laquelle les Français cohabitent, sont En 10 contraints. secondes, Yves-Marie Adeline, Ben, pardon. donc voilà, et puis la deuxième chose, c'est que la France a perdu toute crédibilité diplomatique depuis qu'elle s'est vantée de n'avoir pas respecté les accords de Minsk. Donc autant qu'elle reste discrète, et on mettra des années à s'en remettre des accords de Minsk. Mmh. Bon, mais un jour, on s'en remettra, chers auditeurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci Marie-Adeline pour cette analyse de bon matin, évidemment assez peu réjouissante, mais c'est quand même Ben, un sujet qu'on continuera d'étudier, chers auditeurs. Et voilà, merci de nous avoir expliqué ce qu'il en retournait réellement. Yves-Marie-Adeline, je rappelle que vous êtes enseignant, homme politique et écrivain, membre de l'ICEP et auteur de Le Château du Roi dormant aux oui, éditions enfin, Chiré. oui, surtout les géopolitiques actuelles éclairées par l'histoire. Mon petit dernier Et ben bouquin, c'est voilà, celui-là. Pour le coup, chers ça auditeurs, convient. vous pouvez vous le procurer. Et d'ailleurs, Yves-Marie-Adeline, on sera ravis de vous recevoir pour en parler. Merci, bonne journée.